Cet épisode est commandité par Alu-Québec, la grappe industrielle de l'aluminium. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado Station Constructo. Mon nom est François Toupin. Cette série s'articule sous le thème Conjuguer aluminium et avenir durable. Au fil des épisodes, nous discuterons de l'aluminium, un matériau d'avenir et des différentes caractéristiques qui en font une matière tout indiquée pour la réalisation de bâtiments durables. 3 réalisations où l'emploi de l'aluminium a démontré la pertinence de ce métal sous-utilisé en construction nous permettront d'explorer différentes façons dont ce matériau peut être mis à profit. Dans ce premier épisode de ce balado, nous discuterons donc de l'intégration innovante et durable de l'aluminium dans le design des bâtiments. Plusieurs initiatives ont été réalisées afin de valoriser l'aluminium. Chantier bâtiment et construction durable, répertoire des innovations en aluminium dans le bâtiment, défi structure HAL, déclaration environnementale de produits, journée innovation de l'aluminium dans le bâtiment. Bref, le plein potentiel avec l'aluminium demeure à atteindre dans le bâtiment et ce, malgré ses nombreux atouts. Et afin d'en apprendre plus sur l'aluminium, nous allons discuter avec François Racine et Yves Archambault. François est PDG d'Alu-Québec depuis 2021. Auparavant, il a œuvré au sein d'Alcoa à différents niveaux, dont directeur au niveau de la stratégie mondiale, et a notamment été président d'Alcoa Innovation jusqu'à sa fusion avec Alu-Québec en 2020. Yves Archambault, pour sa part, est ingénieur senior au Centre d'expertise et d'innovation sur l'aluminium d'Alu-Québec. Il cumule 40 années d'expérience, dont 25 dans le domaine de la transformation métallique. Il a œuvré chez Alcoa Innovation pendant 12 ans. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce balado qui, je pense, s'annonce hyper intéressant. Pouvez-vous nous présenter dans un premier temps la mission d'Alu-Québec? Sommairement, Alu-Québec est la grappe industrielle de l'aluminium, fondée il y a 10 ans. Et Alu-Québec, donc, est une des 10 grappes industrielles créées au cours des 20 dernières années, dont la mission est d'appuyer le développement économique de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aluminium, de sa production à sa transformation, appuyer aussi le développement des équipementiers qui développent des technologies pour la production et la transformation de l'aluminium. Donc, en fait, on intervient avec tous les acteurs de la chaîne de valeur pour les réunir, les regrouper, dans le but d'accélérer la croissance économique de l'industrie au Québec. Quelles sont, en gros, messieurs, les initiatives qu'Alu-Québec peut faire auprès des professionnels pour la promotion de l'aluminium? En fait, il y en a plusieurs. On a mis en place un répertoire, par exemple, de produits d'aluminium fabriqués au Québec à la demande des architectes, mais plus spécifiquement au niveau promotion de l'aluminium auprès des professionnels à devenir ou en service. Donc, je pense aux architectes, aux ingénieurs et designers industriels. On a mis en ligne le portail Alu Compétences, qui est sur notre site web, qui consiste en la réalisation de modules de formation pour des cours de niveau collégiaux ou universitaires pour les professeurs qui enseignent aux futurs professionnels, donc architectes, ingénieurs, designers industriels. Et ces modules-là sont en fait des cours là, déjà tout préparés sur différentes thématiques qui touchent autant la production, mais surtout la transformation et l'utilisation de l'aluminium. Donc, le public cible, évidemment, c'est les futurs professionnels qui ont été nommés précédemment. Qui est disponible dès maintenant, qui est là. Qui est déjà présentement en ligne. Et on a déjà plus d'une trentaine de modules qui sont disponibles. Et évidemment, on continue d'en rajouter au fur et à mesure qu'on les développe. On a aussi des activités qu'on appelle Lunch and Learn, qui sont des occasions de présenter un sujet spécifique ou plus vaste à un auditoire ciblé. Donc, on est invité à animer une rencontre de formation auprès d'ingénieurs ou d'architectes. Et en matière d'infrastructure, c'est très populaire. J'ajouterai en fait que ces rencontres-là sont faites spécifiquement dans les bureaux d'entreprise qui nous le demandent. Et encore une fois, c'est gratuit. Donc, si un bureau d'architecte aimerait nous recevoir pour parler aluminium avec son équipe, on va se déplacer puis on va parler aluminium pendant l'heure du lunch, là, pendant 1 heure de temps. On va répondre à leurs questions, on va échanger. Donc, c'est une belle façon, je dirais, d'interagir et de sensibiliser les équipes en place là, au potentiel d'utilisation de l'aluminium. Tout à fait. L'autre élément, on parlait de promotion des connaissances au niveau aluminium. Chaque année, on réalise le défi structural, qui est une compétition universitaire, donc qui accueille les étudiants universitaires de tout niveau, de toutes les universités québécoises, au niveau génie, principalement génie civil et génie de la construction, architecture et design industriel. Et l'objectif, évidemment, est de réaliser un concept en lien avec la thématique du concours. Et ça, c'est extrêmement populaire auprès des étudiants.
Dans certains cas, la thématique du concours reposait sur une problématique présentée par une tierce partie. Et à la dernière édition du concours, c'était la CEPAC qui avait un enjeu de passerelle. C'était un projet pour lequel ils n'ont jamais réussi à trouver une solution acceptable au cours des 20 dernières années, après 3 tentatives infructueuses. Et dans le cadre du dernier concours Défi structural, ils ont présenté cette thématique-là, qui les a stimulés au point où ils ont relancé le projet en s'inspirant des différentes propositions réalisées par les étudiants. Wow! Si je peux ajouter, pendant la réalisation du concours, on fait appel à des experts du secteur d'architecture, des experts dans le domaine d'infrastructure pour venir aider les étudiants dans les calculs qu'ils doivent réaliser. Ils ont des zones très délimitées sur lesquelles ils doivent faire des calculs. Il y a le côté créatif qui est amené par des designers, par des architectes. La chimie qui s'installe entre les équipes, mais de façon très accélérée, là, est vraiment palpable. Ça dure une fin de semaine et c'est quelque chose que je ne voudrais pas manquer. C'est vraiment un plaisir renouvelé. J'ajouterais comme dernier point sur ce défi-là, en fait, on assiste présentement à une surenchère entre les bureaux de génie et architectes pour intervenir comme experts ou comme partenaires financiers du projet. Parce que pour eux, c'est une belle source de recrutement potentiel et d'interaction avec des futurs professionnels. Ben oui. Ils ont vraiment devant eux la crème des futurs gradués, donc ils viennent, inspecter la marchandise et échanger avec eux. Donc, c'est vraiment très stimulant. Intéressant. Plusieurs initiatives ont été réalisées afin de favoriser l'aluminium dans le bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous exposer les objectifs d'Alu-Québec plus précisément? En fait, au niveau bâtiment et construction durable, le principal objectif d'Alu-Québec, évidemment, est d'appuyer le développement de nouvelles technologies, de nouvelles applications où l'aluminium peut être mis en valeur, mais aussi, en fait, faire ressortir ses avantages afin d'en augmenter l'utilisation. Il y a d'ailleurs une stratégie importante ou une mesure importante dans la stratégie québécoise de développement de l'aluminium qui appuie le développement de l'aluminium au niveau de bâtiments publics. Donc, cette mesure-là fait intervenir la SQI, Société québécoise d'infrastructure, et la Société d'habitation du Québec, la SHQ, qui ont donc des mesures incitatives pour favoriser l'utilisation de l'aluminium dans le bâtiment. Qui est relativement nouveau, il faut le dire. Oui, exactement. Cette stratégie-là a été lancée en 2015, la première mouture. Et il y a eu évidemment des renouvellements là, chaque 3 ans. Le dernier renouvellement s'est fait en 2021. Pourquoi ciblez-vous notamment le secteur du bâtiment, plus particulièrement dans une perspective durable? C'est l'objectif voulu? En fait, durabilité, oui, parce que le matériau aluminium, intrinsèquement, je dirais, pour nous, est un vecteur de décarbonation. C'est un matériau qui demande énormément d'énergie pour le produire, mais une fois qu'il est produit, il demande beaucoup moins d'énergie pour le réutiliser, le recycler. Et c'est aussi un matériau qui est très durable. Donc, une fois qu'il est mis en service, il va être là pendant de nombreuses années. Et le secteur bâtiment et construction, évidemment, est un bel exemple de durabilité où il y a même des ouvrages d'art où on retrouve de l'aluminium qui est en service depuis plus d'une centaine d'années. Ah oui? Donc, évidemment, c'était des cas très, je dirais, en avant de leur temps. Oui. Mais de plus en plus, donc, on voit que l'aluminium est justement utilisé parce qu'il a une durée de vie et qui est très longue et surtout nécessite des frais d'entretien ou de réparation qui sont beaucoup moindres que d'autres matériaux, de par sa durabilité. Et au Québec, on en a de l'aluminium, pour le préciser. Bien, en fait, le Québec est un des principaux producteurs d'aluminium à l'échelle de la planète. Le Canada, dans son ensemble, se classe maintenant au 4e rang mondial. Bon, ceci dit, la production et l'utilisation de l'aluminium ne sont pas toujours corrélées, mais effectivement, le fait d'avoir accès à une production locale qui est aussi verte. En fait, l'aluminium du Québec a la plus faible empreinte carbone de la planète. Donc, ça, c'est un élément important et qui devient, je dirais, de plus en plus stratégique puisque la population, la planète demande de plus en plus des produits à faible empreinte carbone. Je dirais même qu'à ce niveau-là, l'ensemble de la chaîne de valeur québécoise commence de plus en plus aussi à penser en termes de stratégie ESG, environnement, société, gouvernance. Donc, pas simplement réduire l'empreinte carbone, mais parler de production responsable dans son ensemble en termes de toutes sortes de valeurs, je dirais, qui guident l'opération des entreprises du Québec. Percevez-vous aujourd'hui un plus grand intérêt des architectes québécois à intégrer l'aluminium dans leur design?
Je pense effectivement que l'intérêt se marque, se détecte régulièrement. On a de plus en plus au centre d'expertise sur l'aluminium des demandes qui proviennent d'architectes qui font preuve de grande créativité. Mm-hmm. Le centre d'expertise sert souvent de rampe d'essai pour valider des idées ou évaluer d'une façon préliminaire des concepts qui sont développés. Et je mentionne le terme rampe d'essai, là, où on va discuter de la faisabilité de projet ou d'un concept ou simplement en discuter pour évaluer les meilleures façons d'y parvenir au résultat voulu. Quels sont les attributs durables de l'aluminium? On peut en discuter longtemps là-dessus, mais les grandes lignes. Effectivement, le sujet peut être long. On pourrait en souligner 2 qui sont majeurs. Mm-hmm. Le premier, ça serait la bonne résistance à la corrosion. L'aluminium a la propriété de se protéger sans aller dans le détail technique, par un film d'oxyde, une couche de protection qui se reforme en cas d'égratignure. Alors, si elle est endommagée, en quelques fractions de secondes, la couche de protection se reforme. Et le second point sur la durabilité, c'est effectivement la possibilité d'être recyclé à l'infini. Ah ben oui, ça c'est... Maintenant, on s'entend que dans un bâtiment, c'est comme un puits de matière qui va être là pendant 75 ans, des fois plus longtemps que ça. Mais la matière peut être récupérée et recyclée. C'est assez magique. Et je pense que les Québécois là-dessus le répètent à nauséam, puis on le dit peut-être pas suffisamment, notre fameuse canette d'aluminium qui est recyclable à l'infini. Donc, les plus importants à vos yeux, on va revenir un peu sur les attributs durables. Le plus important à vos yeux, est-ce que ce serait plus la récupération, le recyclage ou l'utilisation en tant que telle du matériau? Je pense que le recyclage, c'est le point majeur. Ouais. Si on parle d'énergie consommée, François l'a mentionné tantôt, effectivement, c'est énergivore pour la production primaire, mais lorsqu'on arrive au recyclage, on consomme seulement 5 % de l'énergie nécessaire pour la refonte. Ah oui? Alors, c'est là l'intérêt, je pense, pour les générations à venir. Ouais. J'ajouterais à ça, effectivement, dans le cadre de projets de construction, de plus en plus, on veut se qualifier pour des normes comme LEED ou autres. Ouais. Le fait d'avoir des contenus en matière recyclée importants sont donnant des avantages évidemment significatifs. Et avec l'aluminium, de par sa recyclabilité, évidemment, c'est un facteur qui est vraiment très, très important pour bonifier ces projets-là. Ouais. J'ajouterais quand même que, outre la recyclabilité, quand on parle d'ouvrages de nombreuses années, c'est sûr que la durabilité, tout ça, est un élément extrêmement important parce que, justement, contrairement à la canette qu'on recycle à tous les 60 jours environ, évidemment, le bâtiment, on est là pour 75 ans. Donc, oui, on installe des panneaux, ils sont là pour longtemps, on l'espère. Ouais. Exactement. Donc, oui, ultimement, en fin de vie, on va vouloir le réutiliser, mais pendant les 75 ou 100 ans où il est en service, on veut réduire le plus possible l'entretien requis pour préserver l'intégrité du bâtiment. Donc, ça, c'est vraiment significatif. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je fais un peu un parallèle avec infrastructure qui rejoint un peu bâtiment et construction, où on travaille beaucoup à promouvoir l'utilisation de l'aluminium, par exemple, dans les ponts, passerelles. Il y a beaucoup d'architectes qui interviennent dans ce type de projet-là. Et on a fait faire des analyses de cycle de vie et de coût total de possession comparative entre l'aluminium et d'autres matériaux. Et malgré un coût d'achat parfois plus élevé, pas nécessairement toujours, sur la durée de vie utile de l'ouvrage, le coût total de possession, donc si on tient compte du coût d'acquisition et des coûts d'entretien et réparation, les projets faits en aluminium sont beaucoup moins coûteux, tout en ayant en plus un impact environnemental moindre à leur réalisation, à la condition évidemment qu'on prenne en considération du matériel recyclé et de l'aluminium à plus faible empreinte carbone, comme celui du Québec. Ce qui est possible de faire ici, comme on l'évoquait précédemment. Quel potentiel d'innovation ce matériau offre-t-il sur le plan architectural et surtout peut-être au niveau du design? La question est excellente. On voit de plus en plus des concepts qui sont élaborés par des architectes qui vont servir à décorer des portions de bâtiments qui peuvent être en béton. Alors, il y a une possibilité incroyable de fini, de texture, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'anodisation, et quitte même, selon l'utilisation, à laisser l'aluminium à nu. Donc, il n'y a pas de coût de peinture, il n'y a pas de coût d'entretien, il va être là encore, si c'est fait comme il faut, dans 50 ans.
Alors, le potentiel de design, je dirais, il avait évolué sur le plan artistique. Là. Selon moi, c'est une belle piste qui va être utilisée. Mm-hmm. Il peut y avoir des panneaux extérieurs, il peut y avoir des puits de lumière, on peut parler de beaucoup de structures. L'exemple du puits de lumière est intéressant. Il pourrait y avoir des puits de lumière qui sont profonds et avec la réflectivité naturelle de l'aluminium, si je prends par exemple un aluminium qui serait anodisé naturel, pourrait diriger la lumière sur des bonnes distances là, pour en faire bénéficier les pièces qui sont en dessous. Mm-hmm. C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous présenter des exemples, soit au Québec ou ailleurs dans le monde, sur ce qu'on vient de discuter? Un bel exemple de la durabilité de l'aluminium dans le bâtiment est celui du dôme de l'église de San Gioacchino à Rome. À Rome. Il s'agit du plus ancien revêtement d'aluminium qui est en service depuis 1897. Wow! Dans le but d'alléger le dôme qui devait contenir plusieurs fenêtres, l'aluminium a été choisi pour remplacer le plomb qui était le revêtement de toiture courant à l'époque. Mm-hmm. Les feuilles d'aluminium avaient une épaisseur d'1,3 mm et évidemment, elles étaient non peintes. Le bâtiment est d'ailleurs référé dans plusieurs manuels reconnus sur la corrosion. Il y a une inspection réalisée récemment qui a démontré que il y avait une corrosion uniforme, donc l'aluminium avait perdu un peu d'éclat, était grisonnant, mais il y avait des piqûres qui avaient une profondeur maximale de 0,1 mm. Donc, c'est en 1997. Wow! Alors, ça va encore être bon pour un bon bout de temps. 100 ans plus tard, hein, c'est quelque chose. Mais j'ajouterais un autre exemple qui revient peut-être au niveau infrastructure, mais qui est quand même pertinent, qui est ici au Québec, le pont d'Arvida. Oui. Qui a été réalisé. Le fameux pont de Shipshaw. Exactement. Ouais. Au début des années 40. Et donc maintenant. Ah oui, c'est si vieux. Exactement. Donc on parle de près de 80 années de service où il y a, au niveau de l'aluminium, eu 0 entretien. Wow. Avec un alliage qui n'était pas nécessairement l'alliage qu'on prendrait aujourd'hui en termes d'optimisation. Mais ceci dit, donc c'est un pont qui est en service depuis près de 80 années, qui n'a eu aucun besoin d'entretien. Alors, c'est un bel exemple de durabilité. Et donc, une fois que l'aluminium est en place, il est là pour très longtemps. Et j'ajouterais au volet innovation. Des fois, innovation, c'est pas nécessairement des nouvelles applications. Il y a un fabricant de panneaux au Québec qui fait des panneaux de revêtement avec de l'aluminium, qui a développé une technologie, je dirais, d'assemblage de ces panneaux-là qui lui permet d'amincir la feuille d'aluminium de façon significative. Mm-hmm. Et dans beaucoup de projets d'appel d'offres, où il lui présente une solution aluminium, elle est moins chère que celle en acier, alors qu'instinctivement, on se dit l'aluminium est plus cher et donc le projet aluminium va être plus cher. Avec cette nouvelle technologie de conception-là et le fait qu'avec des feuilles d'aluminium, on puisse aller dans des feuilles plus minces, avec une densité moindre, évidemment, 3 fois moindre pour l'aluminium, mais il présente un revêtement donc qui est moins cher que l'acier et évidemment beaucoup plus durable, comme on l'expliquait précédemment. Mm-hmm. Ça devient hyper intéressant. Vu le coût d'acquisition plus élevé de l'aluminium, on en parlait, doit-on nécessairement considérer l'utilisation de ce matériau-là sous l'angle du coût total de possession? Est-ce qu'il faut prendre ça en considération? L'argument du prix plus élevé est réel, puis c'est un sujet qui revient souvent. Mm-hmm. Pour y répondre correctement, il faut tenir compte, oui, la propriété des matériaux, les prix unitaires, mais François l'a mentionné tantôt, l'exercice de conception est important. Mm-hmm. Si on se fie simplement aux propriétés des métaux, on compare l'acier et l'aluminium, l'aluminium est le tiers de la densité de celle de l'acier. Si son prix est 3 fois plus élevé, on constate que pour 1 kilo d'aluminium, il est 3 fois plus volumineux que le kilo d'acier. Mm-hmm. Est-ce que je peux manipuler la matière pour obtenir une rigidité équivalente à celle de l'acier? La réponse, c'est oui. Mm-hmm. Maintenant, si on est créatif dans la conception du produit, effectivement, le produit va être plus volumineux. Maintenant, on est les apôtres du bon matériau au bon endroit. Oui. Alors, effectivement, si on peut s'accommoder d'un volume plus grand, alors l'aluminium pourra très bien s'intégrer dans le concept total. Si on fait un exercice purement théorique, avec des rapports de 3 entre la densité et les résistances, brièvement, une structure égale aluminium et acier, celle d'aluminium coûterait peut-être 1,5 fois plus cher que celle d'acier. Mm-hmm. Maintenant, on peut travailler la conception pour, justement, je le mentionnais tantôt, en faciliter la construction, en faciliter l'érection, puis en faciliter la mise en place. Et là, on n'a pas encore tenu compte de la durabilité, de l'entretien réduit. Alors, Je pense que oui, effectivement. Brièvement, c'est mieux de tenir compte du coût total de possession parce que je pense qu'on a un portrait beaucoup plus clair.
En effet. Quelle perspective entrevoyez-vous pour l'aluminium dans le bâtiment au Québec? On en est qu'au balbutiement. Est-ce que vous voyez quelque chose qui va grandir de plus en plus? Bien, en fait, clairement, oui, il y a un potentiel de croissance pour l'aluminium. Comme il a été mentionné précédemment, on ne mettra pas de l'aluminium partout. Et clairement, dans certains aspects des projets, l'aluminium n'est pas le matériau à privilégier, mais certainement qu'il y a place à une plus grande utilisation. Et clairement, la mise en place de mesures incitatives comme celle dont je parlais précédemment au niveau de la stratégie québécoise de développement de l'aluminium, évidemment, ont donné une impulsion importante à la croissance de l'utilisation de l'aluminium, entre autres comme matériau de revêtement. Ouais. Donc, en termes de volume d'utilisation, on a vu une croissance là, quand même significative au cours des 10 dernières années. Et effectivement, il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas, considérant, entre autres, comme on le disait précédemment, les propriétés de l'aluminium en termes de recyclabilité, en termes d'opportunité d'utiliser des produits à haut contenu de matières recyclées. Donc, en termes de qualification pour des projets au niveau LEED ou toutes sortes d'autres mesures similaires, je pense qu'on va voir de plus en plus l'aluminium qui va être un matériau qui va être privilégié dans ce type de projet-là. On a fait le tour de la discussion, je pense, en quelques minutes sur l'aluminium. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de participer à ce balado, messieurs. Ça a été un plaisir. Merci. Merci infiniment. C'est ce qui complète le premier épisode de cette série qui s'articule sur le thème Conjuguer aluminium et avenir durable. Nous souhaitons remercier François Racine et Yves Archambault, ainsi qu'Alu Québec, qui est le commanditaire de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur l'utilisation de l'aluminium dans le cadre de la conception du complexe des sciences du campus 1000 de l'Université de Montréal. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. À très bientôt.